Tous les témoignages s'accordent à dire que la chose la plus compliquée en investissement, c'est de développer une stratégie. Sur YouTube ou Twitter, on trouve énormément de gens qui disent avoir trouvé la stratégie ultime pour battre le marché. Spoiler, 90% d'entre eux n'ont rien trouvé du tout. Et même si vous tombez sur le 1% qui a vraiment développé une bonne méthode, ça va pas trop vous avancer, en fait. Pourquoi ? Parce que une stratégie, c'est quelque chose de très personnel. Tout le monde n'est pas fait pour faire du trading haute fréquence ou du day trading. Chacun a sa propre personnalité. Il y en a qui aiment le risque et qui savent très bien gérer leurs émotions, alors que d'autres préfèrent un horizon d'investissement plus long et se laissent facilement prendre dans le FOMO. Vous vous doutez bien que ces deux types de personnes n'ont pas besoin de la même stratégie. Donc, la première chose que conseillent tous ces traders, c'est d'apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses. Est-ce que vous êtes facilement stressé ? Comment vous réagissez quand le marché pump ou dump fortement ? Est-ce que vous aimez aller à l'encontre de la foule ? Tout ça, c'est des questions à absolument se poser. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, si elle ne matche pas avec vous, vous aurez beaucoup de mal à l'implémenter. Et c'est encore pire si vous ne l'avez pas développé vous-même, parce que vous aurez beaucoup de mal également à lui faire confiance en cas de baisse. Et c'est souvent à ce moment que les gens font des erreurs. Anecdote assez marrante, le gestionnaire de fonds Joel Greenblatt a donné un très bon exemple pour illustrer à quel point ça sert à rien de copier une stratégie sans la comprendre. Entre 2000 et 2009, un des meilleurs fonds d'investissement du monde a réussi à générer un rendement moyen de 18% par an dans la stratégie qu'il proposait. Donc vraiment très solide, 18%. Pourtant, sur la même période, le rendement moyen des clients de ce même fonds, il était de moins 8% par an. Et le pire, c'est que c'est pas un cas isolé. Peter Lynch a eu le même problème avec son fonds Magellan, qui avait un rendement moyen de 29% par an, mais les clients en négatif. Comment ça se fait ? Parce qu'ils avaient juste à suivre la stratégie et c'est tout. Et ben c'est tout simplement dû au fait que les gens ont du mal à faire confiance à une stratégie qu'ils ne comprennent pas. Ça veut dire qu'ils sortaient leur argent du fonds dès que le marché baissait et qu'ils le rentraient de nouveau quand ça montait. Au final, le timing était tellement désastreux qu'ils ont réussi à perdre de l'argent sur un investissement qui surperformait le marché à la base. Donc essayez vraiment de trouver une méthode qui colle à votre personnalité et à vos objectifs de vie. À partir de ce moment-là, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous allez devoir développer une stratégie qui fonctionne et vous allez être en concurrence avec tous les autres acteurs de marché. Le point positif, c'est que vous êtes libre de tester tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de stratégie meilleure que les autres. Schwager a dit lui-même qu'il existe autant de stratégies qu'il y a d'investisseurs. Il y a des millions de façons de faire de l'argent sur les marchés. L'ironie, c'est qu'elles sont toutes difficiles à trouver. Donc si vous avez aucune connaissance dans le trading d'options ou le développement d'algorithmes de trading, pourquoi se casser la tête avec ça en fait ? Concentrez-vous sur ce que vous connaissez déjà. C'est pas pour rien que des légendes de l'investissement comme Warren Buffett ou Peter Lynch le répètent constamment. Ils n'investissent que dans ce qu'ils comprennent et dans ce qu'ils maîtrisent. Surtout pour les petits investisseurs comme nous. Si vous travaillez dans un secteur spécifique, vous allez sûrement avoir de bien meilleures connaissances sur le sujet qu'un analyste financier de Wall Street. Utilisez cet edge pour avoir un coup d'avance et pour vous positionner avant les géants. C'est la stratégie préférée de Chris Camillo, un investisseur particulier. En observant le marché qui l'entoure, il essaye tout simplement d'en déduire des tendances et des opportunités d'investissement. Et du coup, c'est en voyant que les restaurants d'une chaîne sont toujours blindés, qu'un produit prend de plus en plus de place sur les étals d'un magasin, ou que de plus en plus de monde avait un iPhone à l'époque, qu'il a trouvé des idées d'investissement. Et c'est aussi comme ça qu'il a fait ses plus gros gains. Parce qu'il avait un coup d'avance sur les analystes qui ne se rendent compte qu'il y a une nouvelle mode qu'une fois que l'entreprise a publié ses chiffres. C'est peut-être pas une stratégie qui convient à tout le monde, mais ce qu'elle montre, c'est qu'il faut être créatif. Il faut essayer de se différencier des autres, même si je sais que c'est très facile à dire. Oui, les géants de la finance auront toujours accès à plus d'informations que nous, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des domaines où les petits portefeuilles peuvent avoir un avantage. Si c'était pas le cas, des investisseurs comme Chris Camillo n'auraient aucune chance de surperformer des gros fonds d'investissement. Ces mêmes fonds d'investissement qui vont jusqu'à analyser le nombre de voitures qui sont garées sur un parking de supermarché avec des satellites et tout, pour en déduire par exemple le chiffre d'affaires. Anecdote, j'avais discuté avec un ancien trader qui avait travaillé dans une grosse banque en salle de marché. Le mec m'expliquait qu'il travaillait sur, je crois que c'était du charbon, et pour vous dire à quel point certains acteurs sont en avance sur certains domaines, ils avaient des satellites qui mesuraient les conteneurs qui ramenaient le charbon de la mine, la poussée du bateau, donc en gros la poussée d'Archimède, pour essayer de mesurer le poids qu'ils avaient miné et donc la valeur que ça allait avoir dans quelques temps sur les marchés. Donc comment vous dire que le Fibonacci, il est compliqué les gars. Dans tous les cas, le fait de développer une stratégie, qu'elle se base sur de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, de l'arbitrage ou peu importe la méthode, qu'elle soit exotique ou pas, ça prend du temps et c'est pas simple. La plupart des gens interviewés dans ce livre en ont testé pas mal et elles ont souvent échoué avant de trouver celle qui leur convenait le mieux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une stratégie a souvent une durée de vie limitée. Souvent, c'est qu'une question de temps avant que d'autres personnes découvrent le filon et que la rentabilité diminue. C'est pour ça que par exemple les traders interviewés s'accordent tous pour dire qu'un investisseur doit constamment chercher à améliorer sa stratégie pour éviter de se retrouver dépassé. La seule stratégie qui a l'air d'échapper un petit peu à cette règle, c'est celle du value investing. Le value investing, c'est le fait d'investir dans des bonnes boîtes qui génèrent des revenus réels de manière régulière et qui ne sont pas surpricés, qui n'ont pas levé 100 millions et qui pendant 10 ans ne font aucun revenu. C'est la stratégie préférée de grands noms de l'investissement comme Warren Buffett, Joel Greenblatt ou Benjamin Graham. La seule et unique raison
pour laquelle cette stratégie n'est pas dépassée, c'est parce qu'elle fonctionne pas toujours. Je sais, ça paraît un peu paradoxal, mais les gens sont accro aux gains rapides. Et la particularité de cette stratégie, c'est qu'elle peut mettre pas mal de temps avant d'être rentable, parfois plusieurs années, ou du moins assez pour éviter qu'elle soit surutilisée et qu'elle perde en efficacité. C'est une stratégie qui fonctionne surtout avec les actions, mais il y a de plus en plus de projets crypto qui arrivent à générer des revenus de manière régulière, et donc ça peut valoir le coup d'y jeter un petit coup d'œil. En tout cas, si vous n'avez pas encore votre propre stratégie, ou au moins une que vous comprenez vraiment, essayez différentes choses et analysez les résultats. Tenir un journal peut vraiment aider à simplifier ce travail. Mais pour avoir une vraie stratégie qui tient la route, il va aussi falloir apprendre à gérer son risque. Quand Jack Schwager, c'est très dur à dire, analyse les investissements de quelqu'un pour savoir s'il faut l'interviewer ou pas, c'est plutôt des indicateurs comme le Sharpe ratio qui vont prendre en compte les rendements par rapport au risque pris pour les obtenir. Souvent, les gens ont tendance à oublier que rendement et risque sont les deux faces d'une même pièce. Si je vous disais que je vous proposais deux investissements, on en a un qui rapporte 12% et on en a un qui rapporte 15%. Vous prenez 15%, logique. Mais maintenant, si je vous disais que la stratégie qui rapporte 15%, elle est 3 fois plus volatile et 3 fois plus risquée, eh ben, est-ce que vous êtes toujours du même avis ? Ces 3% supplémentaires, est-ce qu'ils valent vraiment le coup ? Un bon trade peut vous faire gagner de l'argent, mais un mauvais peut vous empêcher d'en gagner à l'avenir. Alors du coup, c'est quoi qu'il faut prendre en compte dans ces investissements ? Premièrement, il y a la gestion du risque au niveau du portefeuille. Est-ce que si votre portefeuille disparaissait demain, vous pourriez continuer à vivre normalement ? Si la réponse est non, et que vous n'êtes pas trader professionnel, alors vous êtes surexposé. Pourquoi je parle de ça dans cette partie ? Simplement parce que le plus gros risque pour votre portefeuille, c'est vous, et surtout vos émotions. Et être surexposé décuple les émotions. Mais on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, si vous voulez diminuer votre risque, il va vraiment falloir regarder la composition de votre portefeuille. Idéalement, on veut qu'il soit composé de différentes classes d'actifs qui ne soient pas corrélées entre elles. Bah ouais, parce qu'en fait, même avec 100 cryptos différentes dans votre portefeuille, vous n'êtes pas diversifié. Vous êtes protégé contre le risque d'un hack ou d'un rug pull sur un projet, ok, mais si Bitcoin baisse, c'est tout votre portefeuille qui baisse. Dites-vous que certains fonds d'investissement ont une équipe entière qui est juste là pour calculer la corrélation entre les différents actifs du monde entier chaque jour. Après, évidemment, c'est à chacun de voir avec quoi il est à l'aise. J'avoue que même si j'ai d'autres choses dans mon portefeuille, je suis moi-même surexposé aux cryptos, mais c'est une décision qui est réfléchie. Mais il y a aussi d'autres moyens de contrôler son risque. Le premier, c'est en choisissant les bons actifs. En investissant, on veut toujours extraire le maximum de rendement par rapport au montant risqué. Il faut éviter au maximum les scénarios où le potentiel de perte est plus gros que le potentiel de gain. Ça paraît extrêmement bateau maintenant, mais gardez-le en tête pour la fin du bull run. Je suis prêt à parier que beaucoup de gens vont se dire que faire un dernier x2, en vrai, ça serait quand même trop bien. C'est vrai, et peut-être que vous allez vraiment faire un x2. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous manger à moins 90% pendant le bear market, si ça marche pas ? Juste pour compenser cette perte, il vous faudrait faire un x9. La même chose s'applique aussi aux actifs qui montent en ligne droite. Ça peut être rentable, mais c'est extrêmement dangereux. Il vaut mieux attendre tranquillement un petit retracement. Ce qu'on cherche, c'est un trade asymétrique, où le potentiel de gain est plus gros que le potentiel de perte. Une fois que vous savez ce que vous voulez acheter, maintenant, il reste la question de l'exécution. Tous les gens interviewés dans ces livres sont clairs sur un point. On ne prend pas une position avant de savoir exactement où vendre. Que ça soit pour le trading ou pour l'investissement, il faut savoir où vendre si ça se passe bien et où vendre si ça se passe mal. Si ça se passe mal, on veut éviter à tout prix de rester bloqué avec une position qui sous-performe. Donc il faut toujours se fixer un point d'invalidation clair, que ça soit un certain prix, une limite temporelle, une limite de perte ou un changement dans les fondamentaux. Apprendre à placer des stops correctement peut vraiment vous éviter beaucoup de problèmes. C'est la même chose si ça se passe bien. On veut absolument éviter de surfer la montée et la descente. Il faut prendre des profits graduellement ou se fixer un point de vente très clair. Tout dépend de votre stratégie. Et l'autre point important qui est beaucoup abordé dans les livres, c'est d'apprendre à choisir une taille correcte pour ses positions. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est se retrouver avec une position qui représente 50% du portefeuille. Et croyez-moi, il y a une quantité de personnes qui ont beaucoup de connaissances dans l'investissement, dans les cryptos, dans tout ce que vous voulez, mais qui se font encore avoir à cause de ça. Le fait de faire ça, ça vous évitera de prendre des grosses pertes ou de sous-performer le marché si l'actif dans lequel vous êtes surexposé ne bouge pas alors que le reste va monter. Vous serez aussi beaucoup plus détendu au niveau psychologique. Dites-vous que sur la centaine de traders expérimentés qui ont été interviewés, seulement un ne respecte pas ces règles dans sa stratégie. Et lui-même dit que c'est très dangereux et très inadapté pour 99% des gens. Le fait d'avoir un bon risk management peut transformer une stratégie perdante en une stratégie gagnante.